Ici Maelstrom pour Maelstrom, sur la marge. Nous avons cette semaine Jean Giono, Le chant du monde. Pour les heureux qui ont choisi de s'abandonner à la nature. Et pour ceux qui écoutent, c'est ISM, la marge.
Tous les matins, Antonio se mettait nu. D'ordinaire, sa journée commençait par une lente traversée du gros bras noir du fleuve. Il se laissait porter par les courants et il tâtait les nœuds de tous les remous. Il touchait avec le sensible de ses cuisses les longs muscles du fleuve. Et tout en nageant, il sentait, avec son ventre, si l'eau portait, serrée à bloc, ou si elle avait tendance à pétiller. De tout ça, il savait s'il devait prendre le filet à grosse maille, la petite maille, la nacette, la navette, la gaule à fléau, ou s'il devait aller pêcher à la main, dans les ragues du gué. Il savait si les brochets sortaient des rives, si les truites remontaient, si les caprilles descendaient du haut fleuve et, parfois, il se laissait enfoncer. Il ramait doucement des jambes dans les profondeurs pour essayer de toucher cet énorme poisson noir et rouge impossible à prendre et qui, tous les soirs, venait souffler sur le calme des eaux, un long jet d'écume et une plainte d'enfant. Ce matin, il y avait un peu de gel dans l'herbe. L'automne s'était un peu plus appuyé sur les arbres. Des braises luisaient dans les feuillages des érables. Une petite flamme tordue échelait dans le fuseau des peupliers. L'étain neuf de la rosée gelée pesait à la pointe des herbes.
Nu, Antonio était un homme grand et musclé en longueur. La nuit d'avant, dans la forêt, il était un peu tassé sous l'ombre. Mais là, il s'étirait. Jusqu'à la bonne limite de son étirement. Il était bien celui dont on parlait sur les deux rives du fleuve. Depuis les gorges jusque loin en aval, Antonio dit « bouche d'or ». Ses pieds bien cambrés avaient un talon dur comme de la pierre, couleur de résine et juste de rondeur. De là, par un bel arc, le pied s'avançait. Les orteils s'écartaient, chacun à leur place. Il avait de belles jambes légères, avec très peu de mollets. À peine un petit mollet en boule retenu par une résille de muscles épais comme le doigt. La courbe de ses jambes n'était pas rompue par le genou, mais le genou s'inscrivait dans cette courbe, et elle s'en allait plus haut. Elle montait, tenant toute la chair de la cuisse dans ses limites. La caresse, la science et la colère de l'eau étaient dans cette carrure d'homme. À ses flancs, les cuisses s'attachaient par un os arrondi, comme le moignon d'une branche. Il avait un ventre de beau nageur plat et souple, ombragé en dessous par des poils blonds, habitués au soleil et au vent, drus, frisés d'une boule animale. Solide comme les poils des chiens et des bergers. Ses poils emplissaient le creux entre ses cuisses et son ventre, et ils débordaient de chaque côté. Dessous campait cette partie de sa chair d'où jaillissaient les ordres étranges. Ce qui le faisait, à certains soirs, abandonner ses filets, se jeter à l'eau, glisser vers l'aval et aller s'amarrer près des villages, aux abords des lavoirs. Il se cachait dans les roseaux, il se mettait à chanter de sa voix de bête. Les jeunes filles ouvraient leurs portes et parfois elles couraient vers le fleuve sur la pente des prés, où leurs jupes de chaque fil claquaient comme des ailes. Depuis la tache des cuisses
jusqu'à la dure courbe en faucille du bas des côtes. La peau dorée et sa légère couche de chair sans graisse palpitaient. La respiration d'Antonio venait prendre pied là, sur les parois de ses flancs. C'est là qu'elle tremblait lentement dans la tente, quand il guettait à la pique un gros saumon. C'est de là qu'elle s'élançait quand il lançait le harpon vers le poisson. C'est là-dedans qu'elle venait se rouler sur elle-même quand il avalait sa grosse haleine de plonge ou quand il s'apprêtait à hurler son cri vers les femmes. Antonio aimait toucher ses flancs. Là commençait le creux. Ses jambes, ses cuisses, ses bras, c'était du plein. À partir de ses flancs, c'était du creux. Une tendresse dans laquelle était Antonio, le vrai. Il touchait ses flancs souples, puis la largeur de sa poitrine, et il était rassuré et joyeux. La nuit. Le fleuve roulait à coups d'épaule à travers la forêt.
Antonio s'avança jusqu'à la pointe de l'île. D'un côté, l'eau profonde, souple comme du poil de chat. De l'autre côté, le hennissement du gué. Antonio toucha le chêne. Il écouta dans sa main les tremblements de l'arbre. C'était un vieux chêne, plus gros qu'un homme de la montagne. Mais il était à la belle pointe de l'île des Geais, juste dans la venue du courant, et déjà, la moitié de ses racines sortait de l'eau. « Ça va? » demanda Antonio. L'arbre ne s'arrêtait pas de trembler. « Non, » dit Antonio, « ça n'a pas l'air d'aller. » Il flatta doucement l'arbre avec sa longue main. De l'autre côté du fleuve, on appela. « Antonio! » Antonio écouta. « C'est toi, matelot? » Le chant du monde. Deux amis se rencontrent et Matelot demande à Antonio de le suivre chez lui dans la montagne. C'est l'homme de la montagne qui rencontre l'homme du fleuve. Et ainsi. Le chant du monde. Tu connais ton chemin? Demanda Antonio. J'ai été un peu dérouté, dit Matelot. Mais viens, là-bas, c'est les chênes. Il marchait sur des mousses épaisses et sur un humus gras qui craquait, juste un peu sous le pied. Ça sentait le bois et l'eau. Des fois, une odeur de sève épaisse et sucrée passait et Antonio la sentait à sa droite. Puis à sa gauche, comme si l'odeur avait fait le tour de sa tête, lentement. Alors il touchait tout de suite devant lui le tronc d'un frêne, avec ses blessures. Il y avait aussi une odeur de feuilles vertes et élancées, d'un parfum aigu qui montait en éclairs, quoique du coin des feuillages. Ça avait l'air d'une odeur de fleurs et ça scintillait, comme une étoile semble s'éteindre, puis lance un long rayon. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça sent? » dit Antonio. « C'est un saule qui s'est trompé, » dit Matelot. « Il sent comme au printemps. » En arrivant à la Chênaie, Matelot s'arrêta pour chercher du pied le creux de la sente. Antonio entendit le bruit de la forêt. Ils avaient dépassé le quartier du silence, et d'ici on entendait la nuit vivante de la forêt. Ça venait et ça touchait l'oreille comme un doigt froid. C'était un long souffle sourd, un bruit de gorge, un bruit profond, un long chant monotone dans une bouche ouverte. Ça tenait la largeur de toutes les collines couvertes d'arbres. C'était dans le ciel et sur la terre, comme la pluie. Ça venait de tous les côtés, à la fois et lentement. Ça se balançait, comme une lourde vague en ronflant dans le corridor des vallons. Au fond du bruit, des petits crépitements de feuilles couraient avec des pieds de rat. Ça partait, ça fusait d'un côté,
puis ça glissait dans les escaliers des branches, et on entendait rebondir dans un bruit claquant et doux, comme une goutte d'eau à travers un arbre. Des gémissements partaient de terre et montaient lourdement dans la sève des troncs jusqu'à l'écartement des grosses branches. Antonio s'adossa à un faillard. Près de son oreille, il entendit un petit sifflement. Il toucha avec son doigt. C'était la sève qui goûtait d'une fente de l'écorce. Ça venait de s'ouvrir. Il sentait sous son doigt la lèvre du bois vert qui s'élargissait doucement. C'est là, dit Matelot. Viens, en un rien de temps, on va être au collet de Cristol. Je te fais passer par un chemin neuf. Tu y vois, toi? Dit Antonio. Non, je sens. C'est ma forêt. T'inquiète pas. Tu sens les pins? Antonio renifla. Je sens le chêne, je crois. In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, 1,000 miles of moon.
Dans le champ du monde, Antonio rencontre une femme et il la ramène chez lui, sur son île, sur un radeau. Il regardait là devant le mystère des ombres et l'éclat des fleurs. Il faisait entrer le radeau dans l'ombre, puis dans la lumière. Il savait si Clara voulait l'ombre. Il le voyait au mouvement de cette bouche, au pli qui courait sur la joue, au soupir. Il poussait le radeau dans l'ombre. Il savait si Clara voulait la lumière. Il poussait le radeau dans la lumière. Il savait si Clara voulait des branches. Il poussait le radeau dans le feuillage bas. Et le visage de Clara écartait les feuilles fraîches. Il sentait qu'elle avait soudain besoin, grand besoin, tout de suite de fleurs, de cette odeur de bête chaude, et il tirait la barre de toutes ses forces, et le radeau frappait du flanc contre le tronc des arbres, et la poussière des fleurs tombait sur Clara. Et elle avait alors de longs soupirs sombres et un grand détachement de son corps, comme si tous ses nerfs se dénouaient. Il était dans Clara. Il savait ce qu'elle voulait, mieux qu'elle. Il voulait ce qu'elle voulait. Sa joie était sa joie. Il était entouré d'elle. Son sang touchait son sang. Sa chair contre sa chair. Bouche à bouche. Comme deux bouteilles de vin qu'on vide l'une dans l'autre. Et puis on renverse encore. Et elles s'illuminent l'une l'autre avec le même vin. C'est ainsi que se termine Le Chant du Monde de Jean Giono. Après une longue aventure, Antonio ramène la belle à son île, dans la forêt. Heureux qui, comme Antonio et Clara, quittent Babylone pour rejoindre l'arc-en-ciel humain dans la forêt. La forêt. La forêt vivante. J'ai devant moi, dans le studio de CISM, un petit arbre en pot que j'ai posé sur la table à côté des micros. Petit sampler.
en attendant de mijoter. Pas vrai? Salut à toi. Rendez-vous dans la forêt.